Bien faire les choses, je vais vous distribuer des petits trucs, parce que comme c'est de l'économie, par moment, ça fait pas de mal d'avoir un ou deux tableaux, donc vous inquiétez pas. Il y en a peut-être pas pour tout le monde, donc il faudrait partager avec son voisin. Voilà, je vous indiquerai pendant que je parlerai à quoi se référer, pourquoi, comment, etc. Voilà, je suis allé à l'essentiel dans les petits tableaux que je vous ai faits. Voilà. Alors, pour... oui, à mon avis, un pour deux, ça sera bien. Il y aura une interro à la fin, donc faites gaffe. Non, l'idée, c'est là donc de parler de l'économie palestinienne. Alors, je précise aussi que je mets beaucoup de guillemets à économie palestinienne. Parce que parler d'une économie palestinienne, s'il s'agit de dire qu'il existe de la production, des échanges, etc., bon, effectivement on peut dire qu'il y a une économie en Palestine, dire après qu'il existe un système économique palestinien en soi qui pourrait être considéré comme une économie à part entière, une économie nationale, et donc nommée économie palestinienne, c'est un autre problème. Mais là, j'aurai l'occasion d'y revenir. Mais bon, je parlerai d'économie au sens large. Et je voudrais juste commencer en soulignant quelque chose qui, pour moi, est assez révélateur. Ce matin, a été évoqué le fait que Jean-Paul Chagnolo, qui était là tout à l'heure, s'était retrouvé par hasard dans le bureau du Premier ministre Salam Fayyad de Ramallah. Au-delà de l'individu et de qui il est, etc., je pense que le personnage de Salam Fayyad, le fait que Salam Fayyad soit aujourd'hui Premier ministre de l'autorité palestinienne, c'est des choses qui doivent interroger. C'est-à-dire que l'autorité palestinienne, en théorie, c'est le proto-appareil d'État qui a été mis en place par les accords d'Oslo et dont la construction avait été prise en charge par l'OLP, Organisation de Libération de la Palestine. C'est-à-dire qu'en théorie, en tout cas, il y avait une certaine continuité entre le mouvement national palestinien et l'autorité palestinienne en tant qu'administration. Or, il s'avère que Salam Fayyad n'est pas du tout quelqu'un qui vient du mouvement de libération nationale palestinien. Salam Fayyad, il vient de la Banque mondiale. Voilà. Salam Fayyad, c'est un ancien haut fonctionnaire à la Banque mondiale et au FMI, qui s'est retrouvé dans le jeu politique palestinien à partir de 2003, quand il y a eu des exigences de la part des États-Unis, d'Israël et des pays européens de réformes structurelles de l'autorité palestinienne. Et en fait, à l'époque, il a été imposé à Yasser Arafat comme ministre des Finances. Et 3 ans plus tard, 4 ans en fait, en 2007, il a été imposé à Mahmoud Abbas par les pays donateurs comme Premier ministre. C'était pas du tout le choix ni de la population. Ça, on sait pour le coup que la population s'était exprimée au moment des législatives, en mettant en tête le Hamas, pas loin devant le Fatah, hein, contrairement à ce qui se dit. En pourcentage de voix, il y avait très peu de différence entre les deux. Fayyad s'était présenté à ces législatives, il avait fait une liste. 2% il avait fait. Il avait fait 2%. Mais il est Premier ministre aujourd'hui. Donc ce fait-là, c'est révélateur de quelque chose. Le fait que la direction de l'appareil d'État palestinien, l'appareil d'État sans État, palestinien, ait été confiée à un ancien fonctionnaire de la Banque mondiale et du FMI, sur pression des pays donateurs et d'Israël, ça veut dire quelque chose. Et moi, je vais essayer de vous expliquer là comment on en est arrivé là, qu'est-ce que ça révèle sur la situation palestinienne, et qu'est-ce qui s'est passé en gros depuis que Fayyad est arrivé en 2007, et en gros où on en est aujourd'hui. Comprendre l'économie palestinienne, alors moi je ne suis pas historien, mais je pense que c'est important de temps en temps de faire des retours historiques. Pour comprendre l'économie palestinienne, il faut avoir 2 dates en tête. Pour comprendre l'économie palestinienne aujourd'hui, c'est 48 et 67. 48, voilà, je vous fais par un dessin, la glorieuse guerre d'indépendance de l'État d'Israël, qui se solde par l'expulsion de entre 750 000 et 800 000 Palestiniens. Cette expulsion, c'est quelque chose qui va marquer durablement la société palestinienne, qui la marque toujours aujourd'hui, mais il y a quelque chose qu'on sous-estime souvent, c'est que ça pèse durablement aussi sur les structures économiques palestiniennes.
Parce que l'expulsion de 800 000 personnes, c'est tout simplement le déracinement de 800 000 personnes, et c'est notamment déraciner 800 000 personnes des lieux où ils produisaient, des lieux où ils étaient agriculteurs, des lieux où ils étaient industriels, des lieux où ils étaient sur la côte, à Haïfa, Jaffa, etc., commerçants. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec 800 000 personnes, 80% des Palestiniens qui résidaient dans ce qui est devenu l'État d'Israël, qui se retrouvent tout simplement sans accès, sans moyens de production, sans rien. Et qui vont se retrouver progressivement dans des camps de réfugiés de l'ONU, etc. Et dont une partie plus que significative va devenir dépendante, et c'est le premier point essentiel pour comprendre les structures économiques en Palestine, va devenir dépendante des aides internationales, déjà, à cette époque-là. C'est-à-dire qu'à partir de 48-49, on a une majorité des Palestiniens qui est directement dépendante des aides internationales, parce que tout simplement, ils n'ont pas les capacités de produire eux-mêmes leurs propres sources de revenus. Je passe vite sur 48, mais il faut comprendre que c'est aussi, au-delà des personnes, c'est la destruction des infrastructures économiques palestiniennes. Parce que, contrairement à un mythe répandu, qu'on trouve chez des gens qui, par ailleurs, ont pu écrire des choses bien, mais vous prenez l'historien Tom Segev, par exemple, qui a écrit des choses intéressantes, historien israélien, il a quand même réussi à écrire que la Palestine de la première moitié du XXe siècle vivait au rythme du chameau. Alors, on avait une économie réellement développée. On avait des ports, on avait une agriculture, on avait toutes ces choses-là. Il y avait une infrastructure économique qui a été en partie détruite et qui a été surtout accaparée par l'État d'Israël. Le simple fait de ne plus avoir accès à la mer, il y a assez peu de pays dans le monde qui n'ont pas accès à la mer, on sait que c'est compliqué pour eux, quoi. A fortiori, quand on est entouré de gens qui ne sont pas forcément très open. Et pour les Palestiniens, c'était assez compliqué quand même. Parce que coincé entre les Jordaniens d'un côté, Israël de l'autre, l'Égypte, on en a parlé ce matin, etc. Vous comprenez bien qu'il y a la dépendance, ça c'est le premier élément, la dépendance financière, et puis la deuxième chose, c'est une économie totalement déstructurée. Avec très peu d'infrastructures économiques en réalité qui restent aux mains de la population palestinienne. Ça, c'est les effets immédiats de 48. La deuxième date, je vous disais, c'est 67. Je vais m'y attarder un peu plus longtemps parce qu'en réalité, ce qui se passe à partir de 1967, ça permet de comprendre où on en est aujourd'hui dans les territoires palestiniens. 67, c'est la guerre des 6 jours, vous savez. Donc c'est pareil, je ne suis pas historien, je ne vais pas revenir sur c'est qui a commencé, etc. Le fait est qu'au terme de cette guerre présentée par Israël comme une guerre défensive, Israël a quadruplé sa superficie, ce qui est un moyen comme un autre de se défendre. À partir de 67, Israël va administrer la Cisjordanie et la bande de Gaza au moyen d'ordres militaires. Voilà, il y a un régime militaire qui se met en place et donc c'est des ordres militaires. Quand on regarde les ordres militaires, qui sont très nombreux, 2500 ordres militaires entre 67 et aujourd'hui, il y a toujours des ordres militaires aujourd'hui pour la Cisjordanie. Quand on regarde les ordres militaires, on se rend compte que dans la période 1967-1993, plus de 50% des ordres militaires concernent des questions économiques. Voilà, plus de 50%. Il y a des ordres militaires pour absolument tout. Je ne rentre pas dans le détail, mais quand on les regarde de près, c'est absolument hallucinant. C'est-à-dire que vous avez des ordres pour confisquer des terres, pour mettre en place des tribunaux militaires, pour ceci, pour cela, mais vous avez aussi des ordres qui gouvernent le moindre aspect de la vie quotidienne des Palestiniens. Je suis en train de finir un article qui parle notamment de ça. Il y a la régulation du nombre de plantes décoratives qui sont autorisées pour les Palestiniens, par exemple. Vous avez des listes d'ouvrages interdits de publication ou d'importation dans les territoires palestiniens qui sont listés un par un. Il y a les noms des ouvrages, entre autres toutes les résolutions des Nations Unies qui concernent la Palestine, qui sont interdits de publication dans les territoires palestiniens. Vous avez des ordres militaires qui disent que quand vous êtes artiste peintre, vous n'avez pas le droit de mettre les 4 couleurs du drapeau palestinien sur un tableau. Vous avez un ordre militaire qui interdit de transporter des marchandises à dos d'âne.
etc., etc. Donc comme ça, on arrive à 2500. Mais quand on regarde de près, on se rend compte qu'il y a des ordres fondamentaux qui sont parmi les premiers qui sont pris, qui concernent les questions économiques. Et je dis ça, c'est pour moi, la thèse que je défends, c'est qu'il n'y a pas des conséquences économiques de l'occupation. Il y a une stratégie économique israélienne au moment de l'occupation. Ce qui est très différent. C'est pas l'occupation militaire a provoqué ceci ou cela. Il y a eu quelque chose de délibéré, de pensé, d'organisé, et j'ai essayé de vous expliquer à quoi ça correspond. Je ne vais pas rentrer dans le détail des ordres, mais globalement, la tendance générale, c'est ce que moi j'appelle l'intégration inégale de l'économie palestinienne à l'économie israélienne. Intégration inégale, ça veut dire que ce n'est pas une fusion. Il n'y a pas de fusion stricte des deux économies. Ce n'est pas une absorption de l'économie palestinienne par l'économie israélienne, mais en réalité c'est une prise de contrôle, reconfiguration. Voilà, c'est un double phénomène de prise de contrôle et de reconfiguration de l'économie des territoires palestiniens qui va établir en fait un rapport de subordination de l'économie palestinienne à l'économie de l'État d'Israël. Pour donner quelques exemples, voilà, par exemple les ordres militaires numéro 10, 11 et 12, donc là on est en juin 67, c'est parmi les premiers ordres, rendent illégaux tous les accords d'importation et d'exportation qui ont été passés auparavant par les entreprises, les entrepreneurs, etc. Palestiniens. C'est-à-dire que tout ce qui, avec la Jordanie, avec l'Égypte, etc., tout ça est cassé, tout ça est rendu illégal. Donc ces accords sont caducs, ils ne peuvent plus fonctionner. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire tout simplement les commerçants, les négociants en matières premières, etc., vont devoir maintenant s'adresser aux autorités israéliennes. Et que font les autorités israéliennes? Évidemment, ils les orientent prioritairement sur ce qui est produit en Israël. Ça paraît logique. Et donc, au bout de 2 ans, 95% des importations dans les territoires palestiniens viennent d'Israël. Alors qu'auparavant, la majorité venait plutôt de la Jordanie et de l'Égypte pour la bande de Gaza. La circulation des marchandises au sein des territoires palestiniens est aussi soumise à un certain nombre d'autorités israéliennes, d'ordre militaire. Les agriculteurs palestiniens vont être obligés de demander une permission aux autorités militaires israéliennes pour pouvoir pénétrer dans ce qui s'appelle les zones militaires fermées. Une zone militaire fermée, c'est il y a un soldat qui arrive et qui dit c'est une zone militaire fermée. Ça marche toujours comme ça aujourd'hui, hein, pareil. Ils arrivent, ils disent bon, bah voilà, c'est une zone militaire fermée, désolé. Ce qui permet progressivement de prendre le contrôle d'un certain nombre de terres les plus fertiles, les plus riches en eau, les puits, etc., etc. À l'arrivée, on a en réalité toute une panoplie d'ordres militaires qui vont permettre, ce que je disais, prise de contrôle, c'est-à-dire que l'État d'Israël va progressivement contrôler directement toute une partie des infrastructures, et notamment tout ce qui est dans le domaine agricole, tout ce qui est l'eau, tout ce qui est cette chose-là, et reconfiguration. Pourquoi reconfiguration? Parce qu'en réalité, en rendant l'économie palestinienne dépendante des importations depuis l'État d'Israël peut décider qu'est-ce qui est produit dans les territoires palestiniens. Parce qu'il décide tout simplement qu'est-ce qui est exporté là-bas. Et que pour produire un certain nombre de produits finis, des produits manufacturés, il faut des matières premières, il faut de la technologie, il faut des outils, il faut ceci, il faut cela. Et ça, Israël ne les laisse pas rentrer dans les territoires palestiniens. Donc en fait, ce qu'on va avoir, c'est intéressant quand on regarde le développement parallèle de l'économie palestinienne et de l'économie israélienne dans les années 60 et 70, c'est qu'on va avoir d'un côté l'économie de l'État d'Israël qui se spécialise dans les industries de pointe, les nouvelles technologies, etc., notamment dans les années 70. Vous savez, le fameux miracle de l'hyper-développement économique israélien, où d'un coup ils se sont concentrés que sur les technologies de pointe, etc. Comment ils ont pu faire ça? Parce qu'ils ont sous-traité les secteurs les moins rentables de leur économie à l'économie palestinienne, en interdisant par ailleurs à l'économie palestinienne de développer des produits à plus forte valeur ajoutée.
Et donc en fait, vous avez du côté israélien une mutation industrielle, donc notamment dans tout ce qui est la production de produits modernes et à haute valeur ajoutée, et dans le même temps une relocalisation, on va dire, de certains types de production dans les territoires palestiniens, notamment le textile, les chaussures, etc., etc. Et donc, ce qui est assez frappant quand on regarde les chiffres, c'est que les deux économies sont liées, mais en fait, je dis sous-développement pour l'instant, mais je reviendrai sur le terme après, le sous-développement de l'une est la condition du développement de l'autre. Elles sont imbriquées, mais ce qui permet à l'une des deux de se développer, c'est précisément que l'autre est figée, est retardée, est spécialisée dans des domaines utiles à l'économie israélienne, mais qui ne permettent pas à l'économie palestinienne de se développer elle-même. Et vous avez à l'arrivée des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. En 1989, la production industrielle, ça représente 8% du produit national brut palestinien, ce qui est un chiffre ridiculement bas. 8% du produit national brut, à titre de comparaison, à côté, en Jordanie, c'est 28%. En Égypte, c'est 30%. En Israël, c'est 25%. En Palestine, c'est 8%. Du produit national brut. C'est-à-dire qu'on produit des choses, mais qui ne valent pas grand-chose. Mais on produit. Il y a une industrie. Et deuxième chiffre intéressant, c'est qu'en 1990, la taille moyenne d'une entreprise palestinienne, c'est 4 salariés. Et en 1927, la taille moyenne d'une entreprise palestinienne, c'était 4 salariés. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se développe dans les territoires palestiniens, c'est des petites unités de production qui produisent des choses à très faible valeur ajoutée, à côté de productions plus classiques, agricoles, etc. Comment c'est possible ça? Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. C'est que tout simplement l'État d'Israël a fermé les banques dans les territoires palestiniens. Alors moi je suis pas fan des banques. Surtout, en ce moment, bon, comment dire, j'ai appris que la mienne avait même donné des sous à Mitt Romney. Pour les gens qui sont à la Société Générale, sachez que voilà. Mais qui dit pas de banque, dit pas de crédit. D'accord? Et qui dit pas de crédit, dit c'est difficile d'investir, c'est difficile de développer. C'est difficile, si vous ne pouvez pas emprunter, c'est assez difficile effectivement d'aller construire des entreprises qui vont employer plus de 4 salariés. Quand vous voyez déjà aujourd'hui comment c'est difficile pour les petites PME, etc., enfin savoir, on vous l'explique et tout. Imaginez, pas de crédit. Donc pas de crédit, ça veut dire pas de développement, pas d'emprunt, etc. Mais pas de banque, ça veut dire aussi pas d'accumulation de capital à l'intérieur des territoires palestiniens. C'est-à-dire que le peu de valeur ajoutée, le peu de bénéfices, on va dire, qui sont faits par les entreprises palestiniennes, en plus, s'en va. C'est-à-dire qu'il ne reste pas à l'intérieur des territoires. Il part. Et il part notamment dans les pays du Golfe. Puisqu'il y a quelques gens qui étaient déjà des spécialistes à l'époque. J'y reviendrai, notamment Mahmoud Abbas, spécialiste en fuite des capitaux. Donc en gros, pour finir ce premier point sur les conséquences de l'occupation, vous avez une économie qui est freinée dans son développement, une économie qui est reconfigurée en fonction des besoins d'Israël, qui est rendue dépendante de ses relations avec l'État d'Israël, et en réalité une économie qui du coup est étouffée. Et ça se traduit par quelque chose de très simple, c'est que la force de travail, le nombre de gens disponibles pour travailler dans les territoires palestiniens augmente beaucoup plus vite que les possibilités d'emploi. Encore un chiffre, en économie c'est difficile de les contourner, entre 70 et 90, la force de travail augmente de 64%. Et le nombre d'emplois, pendant la même période, augmente de 28%. Donc vous avez un problème. Et qu'est-ce qui se passe? À partir de là, les gens vont travailler ailleurs. Ils vont travailler à l'étranger. Et c'est où l'étranger? C'est Israël, prioritairement, et c'est les pays du Golfe. Et donc dans les années 70, vous allez avoir une fuite importante de la main-d'œuvre palestinienne, parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix.
Et donc, vous avez le phénomène qui se développe notamment à Gaza des travailleurs journaliers en Israël, c'est les gens qui vont tous les jours bosser en Israël. À une époque, à Gaza, c'est 50% de la force de travail qui va en Israël. Et vous avez un exil important aussi de Palestiniens dans les pays du Golfe, et notamment au Koweït, jusqu'à l'exploit géostratégique d'Arafat quand il décide de soutenir Saddam Hussein, qui va déboucher sur l'expulsion de plus de 100 000 Palestiniens qui étaient travailleurs au Koweït. Donc c'est le dernier... La dépendance, la déstructuration, et la troisième chose, c'est la dépendance, y compris, on va dire, indigène, de revenus obtenus à l'extérieur des territoires palestiniens. Parce que eux, par contre, reversent l'argent à l'intérieur de l'économie palestinienne. Les gens qui vont de Gaza bosser en Israël et qui reviennent à Gaza, ils consomment à Gaza. Mais ce que ça veut dire ça, c'est que toute une partie de l'économie palestinienne du quotidien, on va dire, de ce qui est produit dans les territoires palestiniens, pour que ça puisse être vendu, il faut que les gens aillent se salarier en Israël. D'accord ? Et ça, il faut le garder à l'esprit pour la suite. De manière plus modélisée, on va dire, moi je reprends à mon compte le travail de l'économiste Sarah Roy, qui a qualifié l'économie palestinienne, à cause de l'occupation, d'économie dédéveloppée. Elle parle de de-development. Dédéveloppé, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que c'est pas sous-développé. Une économie sous-développée, c'est une économie qui potentiellement peut être développée. D'accord? Une économie dédéveloppée, c'est une économie dont on sape les bases structurelles de tout développement. C'est-à-dire qu'on empêche que le développement soit possible en intervenant directement dans l'infrastructure économique. On crée les conditions de développement impossible. Ça veut dire quoi, développement impossible? Ça veut dire que tout simplement, l'économie palestinienne, structurellement, est dépendante, structurellement, ne peut pas être autosuffisante, parce qu'en réalité, comme je vous dis, on les pousse à produire plutôt ceci, ceci, ceci ou cela. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas produites dans les territoires palestiniens. Parce qu'ils n'ont pas le droit. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'importer les matières premières qui permettraient de les produire. Aujourd'hui encore, dans les territoires palestiniens, on ne fabrique pas de télé, on ne fabrique pas de carte à puce, on ne fabrique pas de voitures. On ne peut pas. Ils n'ont pas le droit. Parce qu'ils ne peuvent pas importer ce qui leur permettrait de pouvoir fabriquer ça eux-mêmes. Donc le dédéveloppement, si vous voulez, pour les Palestiniens, c'est la destruction structurelle des bases du développement économique. Et en gros, ça a 4 traits principaux dans le cas palestinien. Le premier trait, c'est que c'est une économie qui est périphérisée. C'est une économie qui est périphérisée, et le centre, c'est l'État d'Israël. Vous n'avez même pas de centre dans les territoires palestiniens. Le seul centre, c'est l'État d'Israël. C'est-à-dire que chaque ville palestinienne va être en rapport direct avec l'État d'Israël, pour exporter, pour importer, etc. Vous n'avez pas un centre économique palestinien. Vous avez des villes importantes, Naplouse et Hébron, globalement, et Jérusalem, qui sont des villes importantes économiquement. Mais ce n'est pas des centres économiques palestiniens, parce qu'ils sont en relation directe avec le seul centre du coin, qui est l'État d'Israël. Vous comprenez ce que ça veut dire, c'est que même ces grandes villes industrielles ne sont pas un centre pour les villages autour. Les villages commercent directement avec l'État d'Israël. Donc, premier trait, une économie qui est périphérisée. Deuxième trait, une économie qui ne maîtrise pas ses priorités en termes d'investissement. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que les choix économiques sont en réalité des non-choix. Le développement économique palestinien, s'il existe, doit suivre la voie tracée par l'État d'Israël. Il n'y a pas de choix côté palestinien. Troisième trait, je vous l'ai déjà dit, mais je le reprends là, une économie dans laquelle les capitaux sont encouragés à fuir. Voilà. On encourage la fuite des capitaux. Israël ferme les banques et les remplace par des banques commerciales israéliennes. Et vous comprenez bien que les Palestiniens ne sont pas forcément enclins à confier leurs économies à des banques israéliennes. Voilà.
pour des raisons politiques. Et quatrième et dernier point, l'économie palestinienne est non seulement périphérisée par rapport à l'économie israélienne, mais surtout elle est captive de l'économie israélienne. Captive, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les producteurs et les marchands ont dû s'adapter aux besoins de l'économie israélienne, et que les exportateurs et les importateurs ont perdu toute liberté d'importer et d'exporter, puisque tout doit passer par l'administration dite civile israélienne, mais qui n'a de civil évidemment que le nom. Et je ne rentre pas dans les détails, mais parallèlement à tout ça, il y a bien évidemment la colonisation, les confiscations progressives de terres qui contribuent à affaiblir encore un peu plus l'appareil productif palestinien. C'est un truc qu'on est en train de découvrir en ce moment avec la crise. C'est bien, il y a des économistes qui se réveillent. C'est qu'une économie, en fait, ça se mesure à ce qu'elle produit. Mais ce qu'elle produit réellement, ce qu'elle peut échanger, ce qu'elle produit comme marchandise. C'est ça qui fait qu'une économie est opérationnelle ou pas. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des trucs à vendre, quoi. Voilà. Le bâtiment, par exemple, c'est pas une activité productive. Voilà, vous pouvez pas échanger ces choses-là. L'appareil productif, c'est l'industrie et l'agriculture, dans le cas palestinien. Cet appareil productif-là est considérablement retardé, attaqué et manipulé, entre guillemets, par l'État d'Israël. Sachez par exemple, je vous dis juste que entre 67 et 87, la superficie des terres cultivées par les Palestiniens à Gaza diminue de moitié. Voilà. Ce qui n'est pas une petite chose. Et donc, tout ça donne à l'arrivée, parce que je vais passer à Oslo et la construction de l'autorité palestinienne et donc ses suites, tout ça donne à l'arrivée, en réalité, une économie où, globalement, c'est ça le paradoxe, c'est ça que nous vendent très bien les officines pro-israéliennes, c'est que, globalement, le niveau de vie augmente dans les territoires palestiniens. Globalement, la production augmente, le niveau de vie augmente. Mais ça ne signifie absolument pas qu'une infrastructure économique se développe. Parce que c'est pas du tout la même chose. Parce qu'en fait, l'essentiel de l'argent vient de l'extérieur, soit les agences des Nations Unies, etc., soit les salaires reçus à l'extérieur, soit ce qui est exporté en Israël. Parce qu'évidemment, les exportations, c'est en Israël aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est clair. Donc, en réalité, même s'il y a de la valeur qui est produite, ça ne signifie absolument pas qu'il y a une économie palestinienne avec des bases solides qui s'est développée. Et je le dis là parce que c'est essentiel, j'y reviendrai tout à l'heure, mais si vous êtes un peu attentif à la question, vous avez dû remarquer ces dernières années qu'on nous a expliqué que il y avait la crise dans le monde, toutes les économies s'écroulent, mais il y en avait une qui tenait le choc, qui faisait des croissances à 2 chiffres, c'était la Cisjordanie. Je reviendrai après là-dessus sur comment c'est possible, mais c'est surtout que même si c'était vrai, ça signifie absolument pas qu'il y a du développement économique. La croissance, ça ne veut pas forcément dire que l'économie est solide. La croissance peut être très artificielle. La croissance peut être liée à des activités improductives. Ce qui ne veut donc absolument pas dire qu'on a une économie qui se porte bien. C'est pas parce que vous produisez plus en valeur absolue que l'économie se porte bien. Il faut regarder ce que vous produisez. Est-ce que vous produisez la marchandise ou pas? Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc ça, c'est la situation de l'économie palestinienne au moment de la signature des accords d'Oslo. Donc Oslo, 93-94, on fêtera en septembre prochain les 20 ans de la poignée de main, là, Rabin Arafat. Même si je vous rappelle pour l'anecdote que c'est pas Arafat qui a signé les accords d'Oslo, c'est Mahmoud Abbas. Chose qu'on oublie aussi des fois. Les accords d'Oslo ont un volet économique important. Tellement important que le protocole économique de Paris, puisque c'est de ça dont on parle, c'est un document très officiel. Le protocole économique de Paris date d'avril 1994. Et en réalité, c'est le premier accord qui est signé entre les Palestiniens et Israël. Le protocole économique de Paris, donc, qui définit les relations économiques entre les deux futures entités, est signé avant le premier accord territorial. C'est-à-dire qu'on règle d'abord les questions économiques, et ensuite on discute
des évacuations territoriales. Ce qui n'est pas anodin, et pour l'anecdote, mais qui n'en est pas une, avant le protocole économique de Paris, on a eu en janvier 1994 une rencontre secrète. Vous savez, les Palestiniens qui font des rencontres secrètes, en général, ça se sait. Une rencontre secrète, parce qu'ils sont très fiers de dire ouais, attends, j'ai fait une rencontre secrète, tout ça. Une rencontre secrète à Rome, en janvier 1994, entre deux individus qui deviendront très célèbres après. D'un côté, deux individus qui deviendront très célèbres après, qui sont Mohamed Dahlan et Djibril Rajoub, qui sont les futurs responsables de la sécurité préventive, le super service de sécurité de l'autorité palestinienne, Rajoub en Cisjordanie et Dahlan à Gaza. Donc d'un côté Dahlan et Rajoub, et de l'autre côté un responsable de l'état-major israélien et un responsable du Shin Bet, donc les services. Eux se rencontrent en janvier 1994 pour se mettre d'accord sur le volet sécuritaire des accords d'Oslo. Donc si on prend la chronologie, dans l'ordre, on a sécuritaire, économique et territorial. Et c'est pas du tout un hasard. Mais là, je vais me concentrer sur le côté économique, mais on pourra parler de sécurité après si vous voulez, si vous avez un sentiment d'insécurité ou autre, je suis prêt à en discuter. Donc le protocole de Paris, qu'est-ce qu'il dit? C'est un document très très long, qui, comme beaucoup de textes économiques, est assez imbuvable. Mais globalement, il dit, bon, en quelques points, pour résumer le protocole de Paris, 8 principaux points, ne vous inquiétez pas, si on ne note pas les vite, on peut toujours suivre. Première chose, c'est qu'il y a une officialisation de l'union douanière entre Israël et les territoires palestiniens. Il y avait une union douanière de facto, vu qu'il n'y avait pas de frontières. Donc, du coup, là, ça c'est officialisé. Il y a une union douanière avec comme référence les tarifs douaniers israéliens. Premier point intéressant, j'y reviendrai. Deuxième chose, des restrictions quand même, hein, union douanière mais quand même, des restrictions quantitatives sur certains produits agricoles exportés en Israël depuis la Cisjordanie et Gaza. Donc c'est une union douanière, mais bon, il y a quelques produits agricoles palestiniens dont on limite les volumes qui seront exportés en Israël. J'y reviendrai après aussi, c'est pas un hasard, c'est ceux qui sont produits en Israël. Troisième point, une libéralisation partielle des échanges entre les territoires palestiniens et la Jordanie et l'Égypte. Donc libéralisation partielle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Palestiniens pourront importer certaines marchandises depuis la Jordanie et l'Égypte avec des tarifs douaniers qu'ils vont établir eux-mêmes, mais dans des quantités qui sont fixées avec l'État d'Israël. Okay. Et vous avez la liste des produits dans le protocole de Paris. Il y en a 526, et pas 527, 526. Et quand on regarde la liste des produits que les Palestiniens ont la liberté, entre guillemets, d'importer, on se rend compte qu'il s'agit exclusivement de produits qui ne peuvent pas permettre de construire une économie concurrentielle, évidemment. Ils ne sont pas fous les autres. Quatrième point, l'autorité palestinienne a le droit de décider de ses taux d'impôt direct. Mais par contre, la TVA palestinienne doit être alignée sur la TVA israélienne. Ok. La TVA israélienne, c'est 17%. La TVA palestinienne ne peut pas descendre 2 points en dessous de la TVA israélienne. Voilà. Donc il y a un alignement des TVA. 5e point. Les frontières étant sous contrôle de l'État d'Israël, l'État d'Israël s'engage à percevoir et à reverser à l'autorité palestinienne les taxes et les droits de douane sur les produits importés. Parce que voilà, c'est eux qui sont aux frontières, c'est eux qui réceptionnent les marchandises, etc. Donc ils perçoivent les taxes et les droits de douane, et ensuite ils les reversent à l'autorité. Vous verrez dans le petit tableau qui est au milieu sur la feuille, vous verrez que c'est le volume de ces taxes reversées à l'État d'Israël, c'est plus de la moitié du budget de l'autorité. Enfin, plus de la moitié de ses revenus, pardon, pas de son budget. 6e point, le shekel israélien est reconnu comme la monnaie officielle des territoires palestiniens. Voilà, aux côtés du dinar et du dollar, pour simplifier les choses. Et la question d'une hypothétique monnaie palestinienne est repoussée à plus tard, comme plein de questions, au moment des accords d'Oslo. Le 7e et avant-dernier point, qui est peut-être le plus important, c'est
Et c'est là où on voit toute l'hypocrisie de ces soi-disant accords bilatéraux. C'est écrit noir sur blanc dans le protocole de Paris que les travailleurs d'une des deux parties pourront librement aller travailler dans l'autre partie. D'accord ? Mais chacune des parties se réserve le droit de fixer des restrictions en fonction de considérants, etc. Donc techniquement, ça veut dire que les centaines de milliers d'Israéliens qui veulent aller travailler dans les territoires palestiniens, ils rêvent tous de ça, évidemment, et bah, éventuellement l'autorité palestinienne pourra ralentir le flux. Dire non, pas trop. Et la contrepartie, c'est qu'Israël peut faire pareil. Donc concrètement, ce que ça veut dire ça, c'est qu'Israël se réserve le droit de réduire le nombre de travailleurs palestiniens qui viennent chaque jour travailler en Israël. Ce qu'ils feront très rapidement par ailleurs. Et huitième et dernier point, la création d'un comité économique conjoint qui est chargé d'assurer le suivi du protocole de Paris. Et qui fonctionne au consensus. Voilà, c'est un mot là-bas qui... c'est assez abstrait, quoi. Quelques remarques sur ce protocole de Paris. La première chose, c'est le principe d'une union douanière entre deux entités dont les économies sont dans une relation asymétrique. Ça porte en lui, ce principe, le maintien d'une inégalité structurelle. Si vous faites l'union entre deux économies, donc il y en a une qui domine l'autre, on sait comment ça fonctionne, l'inégalité, elle est inscrite dans les textes. Parce que, pourquoi je dis ça? C'est pas dire qu'il y a des gens de mauvaise volonté. C'est juste dans la mesure où chacune des deux entités est contrainte d'importer de manière préférentielle depuis l'autre, bah, ça veut dire que le déséquilibre entre les capacités productives palestiniennes et israéliennes va se répercuter au niveau de la balance commerciale. Voilà. Il y a une union douanière, donc vous devez, c'est comme dans l'Union européenne, etc., vous devez importer prioritairement depuis l'autre partie, quoi. Voilà. Qui fera la même chose avec vous. Bah là, je vous invite à regarder le premier petit schéma que je vous ai mis, qui est en haut. C'est le déficit commercial palestinien. En gris, c'est les exportations, en noir, c'est les importations. Aujourd'hui, vous savez, on nous explique que la France, c'est un déficit commercial absolument abyssal, etc. En France, le déficit commercial, en 2011, c'est 2% du produit national brut. D'accord ? Dans les territoires palestiniens, en 99, c'est 63% du produit national brut. 30 fois plus. Donc ça, c'est la première chose. Une inégalité structurelle qui est maintenue et un déficit commercial qui est en réalité intégré même au principe économique entre les deux parties. Deuxième chose, la mise en concurrence légale des deux économies et l'absence de restrictions sur les exportations israéliennes dans les territoires palestiniens, ça ne peut en réalité qu'empêcher le développement des capacités productives palestiniennes. Parce que si vous mettez en concurrence l'industrie et l'agriculture palestinienne d'un côté avec l'industrie et l'agriculture israélienne de l'autre, l'industrie et l'agriculture palestinienne à aucun moment ne peuvent rivaliser. Et comme ils sont dans le cadre d'une union douanière, ils sont contraints d'acheter au moins cher, donc en Israël. Donc on est évidemment dans une situation où on imagine mal l'industrie palestinienne se développer concurremment à l'industrie israélienne et produire à moins cher, etc. Vu la différence de développement entre les deux au départ, voilà, c'est comme c'est la libre concurrence, quoi, mais si vous mettez un renard et des poules dans un poulailler, vous dites chacun sa chance. Voilà, vous savez qui gagne à la fin. Là, c'est exactement ça. Et troisième point par rapport au protocole de Paris, la liberté relative d'exporter. Je vous ai dit, les Palestiniens ont une liberté relative d'exporter. La liberté relative d'exporter, elle est soumise à un alignement des taxes palestiniennes sur les taxes israéliennes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que structurellement, par rapport au reste du monde arabe, les produits palestiniens ne sont pas compétitifs. Parce qu'ils sont beaucoup plus chers. Parce que l'État d'Israël, ils exportent où? C'est qui le premier partenaire commercial d'Israël? C'est l'Union européenne. L'État d'Israël, ils n'exportent pas dans le tiers-monde, parce que c'est beaucoup trop cher.
les productions israéliennes. Et comme les Palestiniens doivent aligner la TVA sur la TVA israélienne, ça veut dire que structurellement, ils ne sont pas compétitifs dans la région. Et en réalité, où ils vont pouvoir exporter? En Israël. Tout simplement. C'est fait pour. Et quatrième remarque sur le protocole de Paris, c'est que le principe du reversement des taxes sur les importations, et donc les droits de douane, ça place l'autorité palestinienne dans une situation de dépendance vis-à-vis de la partie israélienne. Voilà, on ne peut pas le dire autrement. Je vous renvoie donc au tableau. Plus de la moitié des revenus de l'autorité palestinienne, c'est des rétrocessions de taxes par l'État d'Israël. Donc vous imaginez, quand vous allez négocier sur les redéploiements territoriaux, vous négociez avec celui qui tient les cordons de la bourse en face. Je vous l'ai mis dans le tableau. En 2000, 63% des revenus de l'autorité palestinienne, c'est ce qu'Israël leur reverse. 63%. On est presque aux 2/3. C'est énorme. C'est absolument monstrueux quand on y pense. Donc ils sont dans une situation qui déjà économiquement est inégalitaire, mais en plus le principe de la rétrocession, ça crée une situation politiquement inégalitaire. Quoi, vous voulez pas signer l'accord? Vous ne pourrez pas payer vos fonctionnaires le mois prochain. Tout simplement. Donc, malheureusement, entre guillemets, ce protocole est signé par les deux parties, et y compris par la partie palestinienne. Pour les Palestiniens, c'est Ahmed Koreï qui a signé le protocole. Et il y avait aussi Nabil Chat dans le coup. Pour les gens qui connaissent, voilà, globalement, Koreï et Chat, c'est deux dirigeants de l'OLP qui sont aussi dans le business. Voilà. Donc qui étaient, paraît-il, les mieux qualifiés pour aller négocier les accords économiques avec l'État d'Israël. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup d'entrepreneurs palestiniens, entre guillemets, de l'intérieur, parce que Chat et Koreï, ils viennent de l'extérieur. C'est des Tunisiens dont on parlait ce matin. Les entrepreneurs palestiniens de l'intérieur, ils disent, mais ils n'ont rien compris, quoi. Au moment où ils ont signé cet accord, mais ils ne savaient pas où ils mettaient les pieds. Ça montre à quel point ils n'avaient aucune conscience des réalités économiques dans les territoires palestiniens, parce qu'en signant ces accords, ils ont signé notre arrêt de mort. À nous, les petits patrons palestiniens. On peut avoir de la sympathie pour les petits patrons. Et même des moyens patrons, voire des grands patrons palestiniens de l'intérieur, moi, ils m'ont dit, mais voilà, ils ne connaissent rien en économie, ceux qui ont signé le protocole de Paris. Et c'est par hasard, j'y reviendrai en conclusion, si 18 ans plus tard, on a eu des manifestations cet été, notamment à Ramallah et dans les villes de Cisjordanie, des manifestations avec des revendications économiques et sociales, dont une des revendications était l'abrogation du protocole de Paris. Voilà, c'est-à-dire que la chose commence un peu à revenir, mais on est 18 ans plus tard. Alors ça, c'est le cadre, on va dire, des textes, des accords d'Oslo. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Parce que voilà, je vous dis, vous allez voir, ça va mal se passer. Après, il faut que je le prouve. Dans les années 93-2000, en réalité, ce qu'on constate, c'est une poursuite du phénomène de dédéveloppement. On a une poursuite du dédéveloppement avec exactement les mêmes caractéristiques. Le produit national brut, donc ce qui est produit dans les territoires palestiniens, augmente en valeur absolue entre 93 et 2000. En gros, en 2000, c'est à peu près 120% de ce que c'était en 93. Donc on a une augmentation assez régulière du produit national brut. Le produit national brut par habitant, en 95 c'est 1380 $, en 2000 c'est 1386 $. Oui, déjà là, bon, c'est pas super. Les activités productives, industrie, agriculture, ne se sont pas, en proportion du reste de l'économie, développées. L'agriculture et l'industrie représentent en 99 un peu moins de 25% du produit national brut palestinien. Ce qui est moins que ce que c'était en 88. Donc en réalité, on a même une régression dans la part de la richesse produite de la production de marchandises. Ce qui est un mauvais signe pour
pour cette économie. Et sachez qu'en 2000, dans les territoires palestiniens, on a 20 établissements industriels qui emploient plus de 100 salariés. Ok. Et 95% des établissements industriels qui emploient moins de 5 salariés. Donc on n'a pas d'extension de la base productive palestinienne, ni en proportion du reste de l'économie, ni de manière absolue, puisqu'on a très peu de développement en réalité de l'appareil productif. La conséquence de ça, c'est que le déficit commercial palestinien se creuse à une vitesse hallucinante. Vous pouvez regarder le tableau, c'est celui qui est en haut. Le déficit commercial palestinien passe de 1700 milliards de dollars en 1995 à 2700 milliards de dollars en 1999. Voilà, ils prennent 1000 milliards de dollars de déficit. 1,7 milliard à 2,7 milliards. 1,7 milliard à 2,7 milliards de dollars d'augmentation du déficit commercial. Soit, c'est ce que je vous ai dit, presque 64% du produit national brut. Est-ce que c'est millions ou milliards? Là, c'est en millions, donc c'est 3500 millions. Oui. Mais du coup, à l'arrivée, ça fait 3,5 milliards. C'est moi, j'ai mélangé mon tableau et ma fiche. Voilà. Et autre point qui confirme cette tendance au maintien du développement et des caractéristiques qu'avait l'économie palestinienne avant Oslo, c'est que tout simplement l'ouverture économique qui avait été promise par le protocole de Paris ne se concrétise pas, puisque à peu près 80% des échanges commerciaux palestiniens à la fin des années 90 se font avec Israël. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas d'ouverture réelle sur l'extérieur. Et dans un certain nombre de domaines, c'est assez intéressant, on se rend compte qu'il y a même un renversement de la tendance au sein même des rapports. Non seulement il n'y a pas d'ouverture économique sur l'extérieur, mais que dans les rapports entre territoire palestinien et israélien, même dans des activités traditionnelles palestiniennes, elles perdent en proportion par rapport à l'État d'Israël. J'illustre ça avec un chiffre. En 1997, le volume de citron exporté depuis Gaza vers Israël, c'est 73% de ce que c'était en 1993. D'accord ? Donc on a une baisse de 27% des exportations de citron de Gaza vers Israël. Et dans le même temps, c'est ça les miracles de l'économie, les exportations de citron d'Israël vers Gaza augmentent de 32%. C'est comme la Côte d'Ivoire qui est obligée d'importer du cacao. Donc, l'économie palestinienne, en réalité, demeure dans une position de subordination vis-à-vis de l'État d'Israël, et elle ne sort absolument pas de la logique du développement. Et il y a notamment un phénomène qui va particulièrement accentuer tout ça, ça a été évoqué déjà ce matin, c'est le phénomène du bouclage. Qu'est-ce que c'est le bouclage? C'est en gros quand l'État d'Israël décide de fermer les territoires palestiniens. Vous avez plusieurs types de bouclage. Il y a le bouclage, entre guillemets, externe, c'est-à-dire que l'État d'Israël dit plus personne ne rentre en Israël. Conséquence de ça, c'est que les travailleurs palestiniens ne peuvent plus aller travailler en Israël. Donc quand je vous dis que 50% des salariés de Gaza allaient en Israël, vous imaginez les répercussions que ça peut avoir quand on ferme. C'est ce qu'on a dit, c'est le chiffre, c'est bien, j'ai le même chiffre que Fibu ce matin. C'est 1 jour sur 3, en gros, de bouclage dans la période 94-96, de bouclage de Gaza. Vous avez le bouclage extérieur, mais vous avez aussi le bouclage intérieur, qui est intéressant, qui va se populariser dans la deuxième moitié des années 90 et encore plus dans les années 2000. Le bouclage intérieur, qu'est-ce que c'est? C'est on boucle les villes palestiniennes de Cisjordanie. C'est-à-dire que c'est plus juste, on ne peut pas aller en Israël, c'est on ne peut pas aller de Naplouse à Ramallah, on ne peut pas aller de Hébron à Bethléem, etc., etc. Donc qu'est-ce que ça fait ça? Le premier truc de bouclage, donc le bouclage d'Israël, on va dire, donc c'est les territoires palestiniens qui sont bouclés, c'est toujours la même chose, c'est comme le mur, ça réduit les revenus des travailleurs palestiniens, et donc la consommation
dans les territoires palestiniens, et donc la production dans les territoires palestiniens, parce que si on ne vend plus, quand on n'est pas stupide, on arrête de produire. Voilà, mais bon, il y en a qui préfèrent surproduire, ça fait des crises, ça nettoie. Donc ça, c'est les conséquences du premier type de bouclage. Le deuxième type de bouclage, le bouclage interne, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on commerce de moins en moins entre zones autonomes. On commerce de moins en moins entre zones autonomes. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, ça fait que dans chaque zone autonome, on se replie de plus en plus dans une logique un peu autarcique. C'est-à-dire qu'on ne va plus produire des choses pour les exporter, y compris de Hébron à Jenin. On va produire ce dont on a besoin dans la zone autonome. Donc on va produire des choses pour la vie quotidienne, on va produire de la nourriture, on va produire les choses de première nécessité, mais en réalité on se tourne de moins en moins vers l'extérieur. Et donc toute la logique qu'on connaît, qui a souvent été décrite d'enfermement, de fragmentation territoriale de la Cisjordanie, c'est la fameuse carte, l'archipel de Palestine orientale, etc. Et ben, ça se traduit aussi sur le plan économique. On produit de plus en plus local, mais pas pour de bonnes raisons. On produit de plus en plus local parce que tout simplement on ne peut pas vendre. On ne peut pas vendre même à l'intérieur des territoires palestiniens. Et donc ça entraîne des modifications, enfin ça approfondit en réalité la difformité de l'économie palestinienne. Et ça entraîne un dernier phénomène, c'est que en réalité l'économie palestinienne est de plus en plus dépendante des aides internationales. Parce que non seulement elle est subordonnée à l'État d'Israël, non seulement elle n'est pas autosuffisante, mais il s'est passé quelque chose au moment des accords d'Oslo. C'est qu'il y a eu la création de quelque chose qui s'appelle l'autorité palestinienne. Il y a eu la création de l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne, là, c'est le troisième petit tableau que je vous ai mis. L'autorité palestinienne, c'est le développement d'un appareil d'État qui est juste hallucinant quand on le regarde de près. C'est-à-dire que, là, en plus, je vous ai fait la petite coquetterie de mettre non seulement le nombre total de salariés de l'autorité, mais de mettre la proportion des forces de sécurité là-dedans. Ça donne une idée de ce que c'est cet appareil d'État, sachant que là, le tableau que j'ai mis, ça ne comprend que les personnes qui sont directement salariées de l'autorité palestinienne. Il faut rajouter à peu près 20 000 salariés pour ce qui est des collectivités locales. D'accord ? Mais je me suis concentré sur l'appareil, on va dire, de l'autorité. Pourquoi je vous parle de l'appareil de l'autorité en parlant des questions économiques? C'est parce que tout simplement, l'économie palestinienne, non seulement elle ne se suffit pas et elle ne peut pas subvenir aux besoins de la population, mais c'est qu'elle ne permet pas non plus à un appareil d'État de se financer. Elle ne permet pas à un appareil d'État de fonctionner par des impôts, par des taxes, etc. Parce qu'en réalité, comme on produit assez peu de choses dans les territoires palestiniens, il y a assez peu de taxes. Et comme Israël est en charge du reversement de la plupart des taxes, et ben, il y a des conditions à ces taxes et à leur reversement. Et donc, on a, s'il y a des gens qui font de la socio ou qui ont bossé un peu sur le monde arabe, on a un appareil d'État c'est assez particulier parce qu'en fait, ça ressemble à ce qu'on appelle les États rentiers. Les États rentiers, vous savez, c'est les États type les monarchies du Golfe, etc., où en gros, l'essentiel de leurs revenus, ça ne provient pas des activités productives ou des taxes sur ce qui est produit, ça provient d'argent qui vient de l'extérieur. Voilà, ils ont... Vous savez, produire du pétrole, ça ne demande pas des... Enfin, extraire du pétrole, le raffiner, ça ne demande pas des moyens complètement déments, quoi. C'est-à-dire que ça coûte assez peu cher à faire. Et c'est des matières premières. Voilà. Et on exporte tout ça. Et en réalité, dans les États rentiers, dans les pays du Golfe, etc., on importe absolument tout. On ne produit rien dans ces États-là. On produit juste du pétrole. Parce que la rente que rapporte le pétrole permet d'acheter tout le reste, entre autres la population. Et dans les territoires palestiniens, on retrouve ça, puisque l'autorité palestinienne, en réalité, a assez peu de production intérieure, a assez peu de taxes sur les produits, mais par contre a beaucoup d'argent qui vient de l'extérieur. Et est dans une situation de dépendance par rapport à ça, pour l'entretien de son appareil d'État. Et l'appareil d'État occupe très vite
une place disproportionnée dans les territoires palestiniens, et notamment l'appareil sécuritaire. Je ne vais pas développer là-dessus, mais si vous voulez, selon les estimations, ça ne se voit pas forcément là, mais on a eu jusqu'à 80 000 personnes dans les services de sécurité palestiniens. Ça fait 1 pour 300 habitants. 1 pour 30. J'en trouve 30 000, 1 pour 10, 1 pour 30. Voilà, c'est ça. C'est 1 pour 30, c'est comme si en France vous aviez 2 300 000. Voilà. C'est plus en proportion qu'en Égypte, ou en Syrie, ou en Libye, etc. C'est l'appareil d'État le plus policier de tout le Moyen-Orient. L'appareil de l'autorité, c'est par hasard. Et ça, je n'ai pas le temps de développer ici. C'est tout simplement une population qui n'obtient rien et qu'on doit maintenir, qu'on doit empêcher de se révolter, il faut... voilà. Et donc, l'autorité palestinienne va jouer un rôle économique central. C'est ça le principal changement à partir des accords d'Oslo. Sur le fond, ça ne change pas. Structurellement, ça se modifie guère. On est toujours dans le développement, dans la dépendance, etc. La nouveauté, c'est la centralité de l'appareil d'État, la centralité de l'autorité palestinienne. Centralité 1 par les salaires. En gros, c'est dans la période depuis 1995, c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est entre 35 et 40% des Palestiniens qui vivent grâce aux salaires versés par l'autorité palestinienne. Parce qu'on parle de 180 000 salariés, aujourd'hui peut-être 200 000, on ne sait pas, c'est un peu compliqué parce qu'entre Gaza, la Cisjordanie, tout, voilà, c'est un bordel. C'est pour ça qu'une partie des chiffres, je les ai arrêtés à des dates données. C'est qu'au bout d'un moment, ça devenait très compliqué en fait, de les obtenir. Mais 180 000 personnes, c'est des gens qui font vivre une famille, et qui peuvent faire vivre une famille de 5 ou de 6 personnes, parce qu'il y a un chômage très élevé, etc. Donc on a entre 35 et 40% de la population qui dépend des salaires de l'autorité palestinienne. Ça, c'est le premier élément de la centralité de l'autorité. Le deuxième élément de la centralité économique de l'autorité, c'est que tout simplement, l'autorité palestinienne se met à faire du business. Et ça, il faut l'avoir en tête. C'est-à-dire que la direction de l'autorité palestinienne va s'imposer comme acteur économique, pas uniquement à cause de l'appareil d'État, mais parce qu'ils vont faire du business, ils vont faire des affaires. Vous savez, on parle souvent de la corruption, etc. Là, il y a de la corruption dans l'autorité, le clientélisme, et compagnie. Ouais, mais quand on voit comment c'était organisé, c'était pas mal. C'était assez bien organisé, cette chose-là. Ça s'est fait notamment, je rentre pas dans le détail, mais il faut avoir ça en tête, c'est que l'autorité palestinienne, en réalité, va s'imposer comme acteur économique, y compris contre le secteur privé palestinien. Ils vont s'imposer, y compris contre les entrepreneurs de l'intérieur, notamment par 2 moyens. Le premier moyen, c'est ce qu'on appelle les monopoles. Qu'est-ce que c'est les monopoles? C'est que vont être créés un certain nombre d'entreprises publiques ou semi-publiques, toutes dirigées par un membre éminent de l'autorité palestinienne, qui ont le monopole sur l'importation d'un certain nombre de marchandises dans les territoires palestiniens. Et ce n'est pas des petites marchandises. On parle du pétrole, du ciment, des cigarettes, des télévisions, etc., etc. La direction de l'autorité palestinienne se répartissent entre eux, en fait, les monopoles sur l'importation d'un certain nombre de produits essentiels. Ce qui fait que les importateurs palestiniens sont obligés de passer par le monopole pour pouvoir importer. Et évidemment, le monopole prend sa part et met un peu d'argent de côté. Le système de corruption de l'autorité palestinienne a notamment été organisé grâce à ça. Il y en a un, c'était les télés. Il y en a un, c'était le ciment. Il y en a un, c'était le pétrole. Donc chacun générait par son monopole sa propre source de revenus, à lui, grâce auquel il entretenait son réseau de corruption, son réseau de clientèle. Je peux rentrer dans les détails des noms, si vous voulez. Non, dans la discussion, c'est pas beau de dénoncer. Mais sachez par exemple
enfin, pour le dire très simplement, Ahmed Korey, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a signé le protocole de Paris, qui a été par la suite Premier ministre palestinien, qui est toujours aujourd'hui dans les chefs négociateurs palestiniens, Korey a importé du ciment, beaucoup, qui a servi entre autres à construire le mur. Voilà. Et ça c'est établi, hein, c'est par une commission d'enquête parlementaire palestinienne, etc. Dire, bon, c'est sûr que ça a dû rapporter pas mal, quoi. Quand on voit le mur. Donc il y a les monopoles sur 27 marchandises, a priori. Voilà, ils sont répartis entre les... Et vous avez aussi des holdings publics. Ils créent des holdings, donc des sociétés holding, et notamment une qui s'appelle la PCSC, Palestinian Commercial Services Company, qui est établie elle est établie en 1994. Donc c'est une holding publique. Sauf que l'autorité palestinienne n'est pas au courant qu'elle a été créée. En fait, c'est Arafat et son conseiller financier Mohamed Rachid qui l'a créée. Qu'est-ce qu'elle fait la PCSC? Eh bien en fait, elle investit toute une partie de l'argent qui est donné à l'autorité palestinienne par les pays donateurs. Mais elle les investit dans quoi? Alors je vais vous donner une liste, c'est intéressant. Le Jericho Resort. Le Jericho Resort, qu'est-ce que c'est? C'est le casino qui est ouvert à Jéricho. C'est un truc qui a été notamment managé, enfin la fondation de ce truc-là a été notamment managée par le fils de Mahmoud Abbas et le fils d'Ariel Sharon. Ils ont ouvert ça ensemble. Si. Parce que vous savez, il n'y a pas le droit au jeu d'argent en Israël. Donc ils ont ouvert un casino à Jéricho. Et du coup, tous les Israéliens allaient jouer de l'argent au casino de Jéricho. Voilà. Vous avez la PCSC, donc, possède 30% du capital du casino. Vous avez l'hôtel Jassir Palace Intercontinental à Bethléem. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, l'hôtel Intercontinental à Bethléem. La PCSC possède 25% du Jassir Palace. L'hôtel Grand Parc à Ramallah, 25% aussi. Et puis des investissements à l'étranger. Et ça, c'est assez extraordinaire. Donc, dans la compagnie de téléphonie mobile égyptienne Orascom Telecom, par exemple, l'autorité palestinienne a investi énormément d'argent dans cette compagnie. Quand je dis énormément d'argent, c'est 90 millions de dollars dans Orascom Telecom en Égypte, aussi dans une compagnie de téléphonie mobile en Jordanie, dans des compagnies de téléphonie en Algérie, etc. etc. Alors là, j'ai trouvé ça il y a 2 semaines, j'étais trop content. Aussi dans un laboratoire de biotechnologie au Canada, Bionic Life Sciences. Bon, bref, ça peut paraître anecdotique, mais en fait, ça l'est pas du tout. C'est-à-dire qu'en réalité, toute une partie de l'argent qui est versé à l'autorité palestinienne n'est pas réinvesti dans les territoires palestiniens, mais est investi soit dans des activités type le casino de Jéricho, dans le genre improductif, on ne fait pas mieux, mais pour blanchir l'argent de la corruption, c'est sympa les casinos, soit à l'étranger. Donc c'est-à-dire que l'autorité palestinienne, par sa politique économique et sa politique d'investissement, ne contribue pas non plus au développement économique. Et j'insiste là-dessus parce que je pense qu'il faut toujours éviter d'être dans l'idéologie ou dans le campisme, les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, etc. Et que en réalité, l'autorité palestinienne comme structure, là je ne juge pas les individus, c'est pour ça que je n'ai pas donné les noms tout à l'heure, mais je pourrais les donner tout à l'heure. Mais l'autorité palestinienne comme structure, en réalité, a été mise dans une situation d'avoir à gérer une économie qui était structurellement dépendante, déformée, non concurrentielle, non productive, etc., mais que l'argent qu'elle a elle-même investi n'a pas contribué à inverser la tendance. Alors moi, pour en avoir discuté directement avec eux, je me dis, mais pourquoi vous avez fait ça? Et leur réponse a été de dire, nous, on a investi dans des domaines qui allaient nous rapporter de l'argent rapidement, parce qu'on voulait avoir de l'argent indépendamment de ce que nous versait Israël ou de ce que nous versaient les pays donateurs. Donc voilà, on voulait se constituer notre propre cagnotte pour pouvoir faire fonctionner l'appareil d'État sans être dépendant des pays donateurs. C'est ça leur version des faits, moi je la présente,
Voilà, on peut les croire ou ne pas les croire, mais c'est comme ça qu'ils argumentent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas leur intention, c'est la conséquence sur la structure économique palestinienne. Et bien la conséquence sur l'infrastructure économique palestinienne, c'est que la politique économique de l'autorité ne contribue pas au développement économique palestinien et ne contribue pas au développement des infrastructures économiques palestiniennes. Ça, c'est un fait. Est-ce qu'ils ont fait exprès, est-ce que ceci, est-ce que cela? C'est pas mon problème. C'est un fait. Et c'est ce qui a permis, entre autres, de générer des sources de revenus parallèles et d'entretenir donc un certain nombre de réseaux de clientèle. Et tout ça donc, se poursuit pendant toutes les années Oslo, et j'ai pris le temps de développer là-dessus parce que en réalité il y a une continuité aujourd'hui par rapport à tout ça. Il y a une continuité dans ce double phénomène qui est d'une économie développée, structurellement dépendante, sabordée consciemment par l'État d'Israël, mais deuxième aspect du phénomène, d'une économie de plus en plus dépendante des financements internationaux, du fait qu'elle ne se développe pas, donc ils ont de plus en plus de besoin d'argent qui vient de l'extérieur, et d'argent qui est versé à la direction politique de l'appareil d'État. À la direction politique de l'appareil d'État. Et ce qui va leur être reproché à cette direction politique, et notamment à la direction Arafat, à partir de 2002-2003, en réalité, c'est de ne pas gérer convenablement cet argent qu'on leur donne, et de faire n'importe quoi avec. Parce qu'une des missions de cet argent, vous savez, c'est la carotte et le bâton. Vous avez les forces de sécurité et vous avez le fric. Une des missions de cet argent, c'est d'acheter la paix dans les territoires palestiniens. Shimon Peres expliquait, c'est de lui la formule, les dividendes de la paix. Voilà. C'est la paix va rapporter des dividendes à tout le monde. Donc il faut que chacun en bénéficie, et c'est ça qui fera vivre la paix. Et donc tout cet argent qui est versé à l'autorité, dans les années 90 et au début des années 2000, c'est pour pallier les insuffisances économiques structurelles de l'économie palestinienne, et c'est pour acheter le silence de la population. C'est pour que, malgré tout, ils puissent manger à leur faim, et que, malgré tout, il y ait un peu de croissance économique éventuellement, et que la population ne se soulève pas pour des raisons économiques et sociales. Et ce qui se passe à partir de 2003, c'est qu'il y a un petit changement de stratégie de la part des pays donateurs, qui disent, bon bah écoutez, il y en a marre que ce soit les politiques qui gèrent cet argent-là, donc nous on veut des professionnels de l'argent. Et c'est là que Fayad arrive. C'est là que Salam Fayad arrive. Il tombe pas nulle part. C'est là qu'il arrive. Il est d'abord nommé ministre des Finances, pour mettre de l'ordre dans les finances palestiniennes, et progressivement il va monter en grade et il finit Premier ministre. Le fait que la gestion de l'appareil d'État palestinien soit confiée à un technocrate issu de la Banque mondiale et du FMI, en réalité c'est la confirmation de tout ce que je vous explique depuis une heure maintenant. C'est-à-dire que l'économie palestinienne par elle-même ne peut pas se développer, mais par contre les financements venus de l'étranger, s'ils sont bien utilisés, c'est la théorie de la paix économique, peuvent permettre de maintenir la population palestinienne dans un état globalement où elle ne contestera pas trop, parce qu'elle sait que si elle conteste, elle risque de perdre ça. Parce que quand je dis le problème c'est que l'argent est géré par l'appareil politique et qu'il vaut mieux un Fayad qu'un politique, c'est qu'un jour l'appareil politique, il faut qu'il organise des élections. Et je ne sais pas si vous vous rappelez en 2006 ce qui s'est passé. En 2006, ceux qui ont gagné les élections législatives et qui donc, théoriquement, devaient gérer l'argent, ben c'est le Hamas. Et en réalité, ce que ça montre tout ça, c'est que la dépendance économique dans laquelle on a mis les Palestiniens, c'est une dépendance politique. Voilà, c'est une dépendance politique. En réalité, on les place dans une situation où, en empêchant que leur économie puisse se développer, ça je le dis, je le répète, c'est ça le point de départ.
au-delà des critiques qu'on peut formuler après sur la stratégie palestinienne ou autre, en empêchant l'économie palestinienne de se développer, en empêchant l'autorité palestinienne comme appareil d'État de pouvoir percevoir ses propres revenus, on place la direction politique sous dépendance économique. D'accord? Mais du coup, ça signifie qu'on place la population palestinienne sous dépendance économique de l'extérieur, et que donc elle est sous dépendance politique. Et c'est-à-dire que si elle fait les mauvais choix, eh bien, il n'y a plus d'argent. Et c'est ce qui s'est passé en 2006. En 2006, le Hamas gagne les élections, les pays donateurs coupent les subventions. Et c'est terminé. On ne peut plus payer les salaires, et c'est la catastrophe. Et je terminerai avec ça, et ensuite on pourra discuter de tout ce que vous voulez. La stratégie qui est conduite actuellement, enfin depuis 4-5 ans maintenant, par Fayad, moi c'est pas l'individu. L'individu, humainement, il n'est pas désagréable, hein, Fayad, mais c'est pas le problème. C'est qu'en réalité, la stratégie qui est conduite par Fayad, moi je la juge pas du point de vue de la réussite ou non sur le plan économique. Voilà. Par contre, on peut regarder concrètement ce qui se passe dans l'économie palestinienne depuis Fayad. Et bien, ce qui se passe dans l'économie palestinienne depuis Fayad, c'est qu'il y a des secteurs qui se développent. Et qu'est-ce que c'est les secteurs qui se développent? Les secteurs improductifs. Maintenant, vous avez 3 lignes de téléphone mobile en Cisjordanie. C'est vraiment de ça dont ils ont besoin, les Palestiniens. Ils avaient besoin d'une 3e ligne de téléphone mobile. Il y a de la construction partout. Partout. C'est hallucinant. Ça construit de partout. À Ramallah, mais c'est hallucinant. Ça construit, ça construit, ça construit. Et le bâtiment, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas quelque chose de productif. Voilà, c'est pas productif. Ça crée de l'emploi, ça crée des maisons, ça crée des immeubles, mais vous pouvez pas le vendre, vous pouvez pas les changer, vous pouvez pas, etc. Donc c'est-à-dire que ça ne contribue pas à développer l'infrastructure économique dans les territoires palestiniens. Et en réalité, quand on regarde de près, derrière les croissances à 2 chiffres, par ailleurs c'est peut-être vrai qu'il y a de la croissance à 2 chiffres, en même temps, vu d'où ils partaient, dire en 2006, c'était tellement catastrophique qu'en 2007, 2008, 2009, heureusement qu'il y a eu de la croissance, parce que sinon, je ne sais pas si on peut être en dessous de zéro, mais on n'en était pas loin. Mais derrière ces chiffres-là, en réalité, on a la poursuite des logiques que je décris depuis le début. En 2009, il y avait 8% de croissance. D'accord? Et dans le même temps, il y avait une augmentation du chômage. Vous le croyez? C'est les statistiques officielles. Et c'est les mêmes qui donnent les 2 chiffres. Alors eux, ils conservent que 8% de croissance. Mais dans le même temps, il y a des destructions d'emplois. Vous avez de moins en moins d'employés dans l'agriculture. Vous avez de moins en moins d'employés dans l'industrie. Et vous avez des petites bulles économiques qui se construisent, notamment autour de Ramallah. Des petites bulles économiques. À Ramallah, il y a de la spéculation immobilière. Voilà, il faut savoir. À Ramallah, il y a des camps de réfugiés et de la spéculation immobilière. C'est ça la Palestine. Et donc en réalité, on a la poursuite des mêmes logiques, mais à une vitesse accélérée. Ce qui est quand même assez effrayant quand on y pense. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on nous a dit il y a 2 ans, la Palestine n'est pas moins dépendante économiquement des pays donateurs. Tous les mois, Fayad, il dit j'ai besoin de sous pour payer les salaires des fonctionnaires. Tous les mois. Il est obligé de les demander. Parce qu'il ne peut pas les payer. Parce qu'il n'y a pas de revenus domestiques. Et parce qu'Israël met un peu de mauvaise volonté à verser des taxes de temps en temps, quand ça les arrange, etc. Donc il n'y a pas de revenus domestiques, donc ils sont totalement sous dépendance. Et contrairement à ce que laissaient entendre les premiers chiffres, regardez en bas, l'arrivée de Fayad, ça se manifeste notamment par une baisse importante du nombre de fonctionnaires. Le mec vient du FMI, dire, c'est comment ça se passe, un plan d'ajustement structurel, on coupe dans les dépenses publiques, etc. Donc on réduit le nombre de fonctionnaires. Sauf que ça remonte. Et là, cette année, on a réatteint le niveau maximal qui avait été atteint en 2006. Et 2006, c'était quoi? C'était la pire année économique dans les territoires palestiniens. Alors, en réalité, l'autorité palestinienne est dans une situation où la situation économique se dégrade, et le seul moyen de compenser, c'est de créer des emplois dans l'administration, même si c'est des emplois qui souvent ne servent à rien. Beaucoup de gens, ils sont
vous avez plus de 10 000 personnes qui sont salariées de l'autorité palestinienne de Ramallah à Gaza et qui ne travaillent pas. Ils sont payés pour ne pas travailler, pour ne pas coopérer dans les ministères du Hamas. Ah ouais, d'être payé pour faire grève, c'est quand même la chose, quoi. Et donc, je finis vraiment avec ça. Ce que ça nous dit tout ça, c'est que l'économie palestinienne, elle est marquée dans son histoire par les tragédies du peuple palestinien. L'expulsion, l'occupation. C'est ça qui a façonné l'économie palestinienne. Sauf que ces deux problèmes n'ayant pas été réglés aujourd'hui, les réfugiés sont toujours des réfugiés, et la Cisjordanie est toujours sous occupation, et la bande de Gaza, du point de vue du droit international, est toujours sous occupation israélienne aussi. Ces deux questions n'ayant pas été réglées, et les logiques ayant eu même tendance à s'approfondir, on a une économie qui est de plus en plus déstructurée, difforme et dépendante de la bonne volonté israélienne et des subventions des pays donateurs. Ce qui donne, ça on pourra en discuter après, des signes assez inquiétants quant à la cause palestinienne elle-même et la question nationale palestinienne elle-même. Parce que derrière le remplacement des politiciens qui croyaient faire de l'économie par l'économiste qui croit faire de la politique, parce que c'est ça dont on parle, on a un changement de paradigme, comme on dit, dans la gestion de la question palestinienne. Et de plus en plus, ce qui se passe, c'est pour ça que je pense que l'étude des questions économiques elle est importante, de plus en plus ce qui se passe, c'est qu'on a un basculement vers cette idée que les Palestiniens ne seraient pas un peuple avec des droits, mais des individus avec des besoins. Et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ces deux choses-là. Un peuple avec des droits et des individus avec des besoins, ça n'a rien à voir. Et donc, de plus en plus, on gère la population palestinienne comme une population où, en gros, le principal problème serait de savoir comment la nourrir et de faire qu'elle reste globalement calme. Voilà. Et on repousse toutes les questions politiques, les droits nationaux des Palestiniens, on les repousse à plus tard. Plus tard. Ça sera toujours plus tard. Faites des réformes, développez-vous économiquement sous occupation, ce qui est impossible, et on discutera ensuite. Et cette chose-là, et je m'arrête vraiment là-dessus, cette chose-là, je pense qu'il faut en avoir conscience quand on discute, y compris quand on réfléchit aux actualités palestiniennes. Parce que ça s'est passé il n'y a pas longtemps, mais c'est une des toutes premières fois où on a eu des manifestations d'ampleur, l'été dernier, qui étaient des manifestations contre l'autorité palestinienne. Qui étaient des manifestations directement contre l'autorité palestinienne. Et c'était des milliers de manifestants dans toutes les villes de Cisjordanie. Et pourquoi les gens manifestaient? Pour les salaires, contre les hausses de prix, pour une meilleure couverture santé, enfin des questions qu'on connaît bien, nous. Et qu'est-ce que ça nous dit, ça? Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit pas, moi c'est pas mon problème d'être là et de dire autorité palestinienne, salaud, ça, le peuple aura tabou. C'est le problème des Palestiniens. Ils font ce qu'ils veulent avec leurs dirigeants. Enfin, le mieux c'est quand même qu'ils aient le droit d'avoir ceux qu'ils ont élus, mais ça c'est un autre problème. Mais ce que ça dit, c'est que tout simplement, la Palestine ne se réduit pas à la question nationale palestinienne. La société palestinienne ne se résume pas à la question nationale palestinienne. La société palestinienne est traversée de contradictions, comme toutes les sociétés, des contradictions de genre, des contradictions de classe, etc., etc. Et qu'avoir une compréhension complète des dynamiques dans les territoires palestiniens, ça passe par une compréhension du rôle que joue l'économie, et l'économie qu'on veut imposer aux Palestiniens, et de ce qu'elle creuse comme gouffre, parce que là, aujourd'hui, on parle bien d'un gouffre au sein de la société palestinienne, entre les quelques-uns qui bénéficient des dividendes de la soi-disant paix, parce qu'il n'y a pas de paix, mais il y a des dividendes, ça c'est sûr, et ceux qui, chaque jour, un peu plus, n'ont ni paix ni dividendes, et le jour où ça explosera, au moins on saura d'où ça vient. Voilà. Et je vais m'arrêter là.